Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous d'être nombreux à participer à ce 6e café rencontre. On avance, on en est au 6e. Bonjour Madame Green. Bonjour. Bonjour à tous les participants qui sont là. Alors aujourd'hui, nous avons une grande invitée, Madame Green, qui est la mairesse de Chelsea. Alors pour moi, honnêtement, on va le dire, c'est un immense honneur de pouvoir partager cette entrevue avec vous. Donc, vous savez combien j'ai adoré les échanges qu'on a eus il y a quelques jours. J'espère aujourd'hui que les participants, les hommes et les femmes qui sont avec nous, parce qu'il y a aussi des femmes avec nous, bien que nous soyons à la FIO, ils pourront repartir de cette rencontre avec, premièrement, la satisfaction d'avoir appris quelque chose un peu plus de vous. Deuxièmement, d'avoir des outils pour mieux mettre en lumière le leader qui est en eux. Et troisièmement, d'avoir l'envie de se surpasser. Donc ça, c'est vraiment ce que j'attends de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vais rappeler rapidement les règles de la rencontre. Premièrement, au niveau des participants, je vais mettre tous les micros à off pour qu'on puisse suivre le partage qu'on a avec vous. Ce sera pendant les 30 premières minutes. Ensuite, il y aura des questions-réponses. Donc, vous avez les participants qui vont vous poser des questions au fur et à mesure, des questions que je vais vous relayer. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera vraiment un échange. Ce sera vraiment un échange parce qu'on a envie de mieux vous connaître. On a envie de découvrir la leader qui est en vous. On a envie de partager vos expériences, vos challenges, tout ce qui s'est passé, bien ou pas bien, on a envie de tout savoir aujourd'hui. Alors, premièrement, vous savez, moi, j'aurais aimé vous présenter, Madame Green, mais je pense que la meilleure personne qui peut vous présenter, c'est vous-même. Donc, je vais vous laisser vous présenter, je vais vous laisser vous parler de vous. Donc, première chose, qui est Madame Green? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège. Et je trouve que ces échanges, c'est vraiment vos questions qui vont, je pense, guider notre conversation aujourd'hui. J'aime mieux ça qu'une présentation où c'est juste moi qui parle. Alors, merci beaucoup. Je suis, oui, la mairesse de Chelsea depuis 2009. Je suis aussi la préfète de la MRC des Collines. Ça compris 7 municipalités et ça, c'est depuis 2017. Mais qui suis-je? Mes parents sont venus d'Angleterre, alors ils ont immigré en 1955 à Montréal. Alors, je me considère québécoise et très fière d'être québécoise et canadienne. Alors, c'était, je pense, une expérience qui a touché toute mon enfance et ma vie parce qu'on n'a pas eu la parenté ici. Alors, pour nous, la communauté était très importante. Alors, on était impliqués dans l'église, dans l'école, dans les groupes sportifs et culturels. Alors, je pense que ça a commencé communautaire m'a beaucoup touchée, formée au cours des années. J'ai fait mes études au Cégep à Montréal. J'ai fait l'université en biologie. J'ai pensé de devenir médecine de famille. J'ai continué et fait un baccalauréat en théologie parce que je me dirigeais plus comme counselor, plus du côté social de la médecine. Alors, lors de mes études, mon mari était diagnostiqué avec un cancer au cerveau. Alors, oh mon Dieu. Il a vécu seulement 11 mois avec la maladie et on avait 3 enfants. Alors, il est mort à 35 ans et mes enfants avaient 3, 5 et 7 ans. Alors, quand on parle de gérer une crise ou de vivre, je pense cette expérience d'être monoparentale avec mes 3 garçons m'a donné un peu des outils, des aptitudes pour vivre avec beaucoup de défis que j'ai vécu depuis ces années-là. Mais je peux dire que ma vie est très riche, ma famille est très importante. Ça va être 12 ans que je suis mairesse à la fin de ce mandat.
Et je trouve que c'est la communauté qui est vraiment une valeur fondamentale dans ma vie. Alors, c'est un peu... Wow. Donc, en fait, vous avez commencé à être, en crise depuis bien longtemps. Ce n'est pas seulement à cause de la pandémie, là. C'est vraiment, vraiment le temps de crise depuis pas mal d'années. Oui, c'est intéressant parce que quand je me présentais en 2009, je me présentais comme conseillère. Et il y a un petit historique dans ça aussi. Ma mère était la première conseillère dans notre communauté de Otterburn Park. Alors, j'avais toujours cette idée de devenir conseillère. Mais le maire sortant m'a demandé de me présenter comme mairesse. Alors, j'avais eu d'expérience d'être conseillère, mais il m'a dit, ah, vous êtes capable d'élever 3 garçons seuls, vous êtes capable d'être mairesse. Alors, j'ai dit oui, je me suis lancée et j'étais élue. Comme je dis, c'est mon 3e mandat, mais je pense pour moi, c'était toujours l'engagement communautaire qui m'a attirée vers la politique municipale. Et c'est un service à la communauté. Une autre chose, je peux dire que la communauté de Chelsea a beaucoup aidé la famille avec mes 3 petits enfants, vraiment. Et ils ont donné une main pour amener les garçons à des sports, à des événements et tout. Alors pour moi, vraiment, et je dis ça avec le fond de mon cœur, que c'est de redonner à la communauté d'être en service comme mairesse ici à Chelsea. Et c'est un privilège. Oui, il y a des défis, oui, il y a des questionnements, des critiques, mais je pense que c'est toujours pour moi un privilège d'être au service. De la communauté. Oui. Mais dites-moi, est-ce que vous avez eu dans votre enfance des modèles de femmes leaders, des femmes qui vous ont inspiré? Vraiment, si je peux revenir à ma mère. J'ai mentionné, elle était conseillère, mais elle avait aussi commencé une bibliothèque municipale parce qu'il n'y en avait pas eu une bibliothèque dans notre communauté. Elle était très engagée dans beaucoup de niveaux de la vie communautaire. Alors, je trouve que vraiment ma mère était inspirante. Mon père aussi, mais comme femme, elle m'a beaucoup marquée. Et je dirais que l'ancienne maire, M. Perra, a beaucoup aidé dans mes connaissances de la communauté, des enjeux de notre municipalité. Je tiens beaucoup à un développement durable. Alors, c'est de bien comprendre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, et c'est ça qui marque beaucoup la municipalité de Chelsea. Il y a des résidentes qui étaient tellement généreuses avec leur temps et leur connaissance. J'ai appris tellement sur la gouvernance et comment gérer un conseil avec des femmes, des hommes qui ont déjà eu un vécu dans la communauté et dans le travail. Alors, oui, il y a des personnes qui m'ont accompagnée tout le long de mes années d'apprentissage comme mairesse. Ils ont été vos mentors, c'est ça? Oui, je dois juste ajuster le ton, je m'excuse. Oui, OK. D'accord. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, la prochaine question que je vais vous poser, c'est par rapport au leadership, parce que le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est le leadership. Comment est-ce qu'on mène le leadership en tant que femme? Et pour vous, ça a été encore plus difficile parce que vous étiez seule avec 3 enfants. Waouh, j'imagine que ça a été quelque chose de vraiment, vraiment, je ne veux pas dire compliqué là, mais difficile quand même. Il fallait le faire. Donc, pour vous, être leader, c'est quoi? Pour moi, je pense une chose qui est importante, c'est alors, c'est des valeurs. Pour moi, c'est de respecter tout le monde. Même si on est critiqué, même si on ne partage pas les mêmes opinions. Et
de bien respecter la personne et d'être à l'écoute parce que tout le monde a quelque chose à contribuer et il faut que tout le monde donne leur opinion comme cela. Quelque chose que je trouve, c'est d'être leader, ça prend une connaissance de soi-même. Alors, je parle d'une intelligence émotive. Alors, c'est pas juste une connaissance des dossiers, ça c'est important, mais aussi comment on s'est avec toute la communauté et tous les échanges communautaires. Comme mon travail était rédactrice avant que je suis devenue maire, j'ai une attention pour les détails, mais avec une vue d'ensemble. Alors, pour un leader, je pense c'est tellement important d'avoir une vision, mais d'être capable aussi de comprendre les étapes qu'il faut suivre pour atteindre la vision. Je dirais aussi, il faut avoir un bon réseau, d'être capable d'avoir un réseautage parce qu'on n'est pas seul. On est vraiment, pour moi, c'est un travail d'équipe et ça prend une bonne communication à l'interne avec notre équipe, mais une communication avec les résidents comme moi dans la municipalité. Alors, pour être un leader, je pense qu'il faut être capable d'influencer, d'avoir la possibilité oui, de faire une différence. Mais si on ne sait pas où on veut aller, comme avec une vision, avec une planification stratégique, aussi de travailler avec les autres acteurs, de chercher un consensus. Je pense encore, c'est souvent qu'on se sent seul et on veut foncer. Mais pour moi, c'est de bâtir une équipe, de rester en communication et de bien comprendre un peu les objectifs où on veut aller. Mais je dirais aussi que c'est d'être flexible parce que oui, on peut avoir une vision, une planification, toute une feuille de route, mais commencer avec le COVID, ça change de jour à jour, de semaine à semaine. Alors, pour moi, c'est d'être, oui, fixé sur une vision, mais d'être capable d'ajuster au fur et à mesure. OK. Donc, j'ai retenu plusieurs choses dans votre partage. Première chose, le respect des autres. Vous en avez parlé. Je pense que c'est très important. J'ai retenu le fait d'avoir une vision vision sur ce qu'on veut atteindre et une vision d'ensemble. Ça, je l'ai retenu. J'ai retenu le fait d'avoir un bon réseau. Parce que si on n'a pas un bon réseau, on ne peut pas être leader. J'ai retenu le travail d'équipe, la bonne communication, la capacité d'influencer, d'avoir une planification stratégique et d'être flexible. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est le niveau flexible. La maman qui est en vous, la femme qui est en vous doit pouvoir bien exploiter cette partie-là, cette flexibilité. Et vous en avez parlé en temps de crise, effectivement, ça changeait tous les jours. Au début, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait. Et il a fallu, au fur et à mesure, prendre des décisions qui étaient bonnes aujourd'hui, mais qui le lendemain ne l'étaient plus. Donc, voilà ce que moi j'ai retenu. Je pense que les participants aussi ont retenu ça. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez me parler aujourd'hui d'un projet, un ou deux, qui vous tenait à cœur et pour lequel vous avez eu de l'opposition pour faire avancer ça? Oui, je dirais qu'on est dans un cas comme une croisée de chemin. Alors, il y a beaucoup de développement, mais si je recule, en 2009, on avait une comité qui voulait une consultation, une consensus avec la population pour la vision, où on veut. Mais une des choses, c'était l'essayer de mettre en place des infrastructures, l'eau potable et les eaux usées. Mais ce n'était pas bien reçu par tout le monde. On avait mis les manifestations dans la rue, 200 personnes qui étaient contre l'eau potable et l'eau usée. Alors, on a pris en compte l'opposition. On a mis en place un comité de citoyennes pour
un engagement, des échanges, de partager les situations. Alors pour moi, oui, il y avait une vision. Dans le centre-village, c'était basé sur les principes de développement durable. On voulait avoir les maisons pour nos aînés, pour nos jeunes familles. On voulait avoir les services de proximité, les petits magasins de l'échelle humaine, mais tout en protégeant l'environnement. Mais c'est d'avoir cet équilibre entre ces trois enjeux. Alors, oui, on a mis en place les infrastructures, on a maintenant l'eau potable, eau usée, et on commence à voir la vision au centre-village de Chelsea. Mais c'est pas unanime pour les résidents. Il y a certains qui ne veulent pas que ça change. Mais c'est nécessaire, on travaille avec la région, avec la province pour un aménagement du territoire qui est durable. Alors, c'est pas juste pour notre génération, c'est pour les générations à venir. Mais oui, on a eu beaucoup d'opposition à ce projet et ça a pris beaucoup, je pense, de consultation, de communication avec les résidents. Il y a un autre projet qui me tient à cœur, c'était la conversion de l'ancienne voie ferrée en sentier communautaire. Encore, on a eu de l'opposition. Il y a c'est 20 km le long de la rivière Gatineau. Et il y avait des gens qui habitent dans les chalets, dans les maisons le long de la rivière, qui avaient peur pour leur vie privée, qu'il y aura beaucoup de gens qui passent devant leur maison. Alors, une chose qu'on a faite, on avait une consultation de savoir les impacts sociaux. On avait une consultation avec les résidents, avec tout le monde pour mettre en place un principe de respect pour la vie privée, pour comment gérer une santé communautaire. Alors, c'était un bien pour la communauté, mais c'était vu par certaines personnes que c'était un mal pour leur vie privée. Alors, encore, il a fallu avoir une vision. On avait des principes pour le transport actif dans la communauté. Et je pense une emphase sur le communautaire parce que sur ce sentier, les 4 saisons, on fait le ski, comme l'été, on fait le bicycle et la marche. C'est une place où les gens se rencontrent et encore si je parle de la COVID, on a besoin d'un exercice physique. Alors les gens se sont marchés tout en sécurité sur ce sentier. Alors oui, je trouve que encore avec l'opposition, ça nous force à vraiment bien définir c'est quoi nos valeurs, nos principes et le pourquoi qu'on veut mettre en place un certain projet. Alors, ça, c'est 2 exemples, mais comme je dis, les résidents de Chelsea sont très, très impliqués. Puis ça prend, oui, de l'effort pour bien communiquer, pour écouter, puis de consulter. Mais comme j'ai dit, le conseil avait un objectif et on a pris le temps, je pense, ça a pris plus de temps de consulter, mais c'est tellement important de le faire. Dites-moi, quelle a été votre expérience de mairesse, de préfète pendant la pandémie? Parce que là, à mi-mars, il n'y avait rien, tout le monde vivait normalement. Il n'y avait rien tous les alentours. Et je pense autour du 15-17 mars, pouf, on est tombé, confinement total. Qu'est-ce qui s'est passé à la mairie de Chelsea? Comment vous avez géré avec déjà votre équipe à la mairie et ensuite les résidents, les habitants de Chelsea? Comment ça s'est passé? Et c'est intéressant parce que même le jeudi, le 12 mars, j'avais une rencontre avec beaucoup de gens de l'extérieur sur le Québec et le monde de la francophonie. Alors, beaucoup de gens qui travaillent à l'étranger. J'arrivais dans le stationnement à 9h moins 15, moins quart, et c'était annulé à cause de les préoccupations, les peurs de la COVID. Alors, j'ai dit, OK,
Vous savez que tous nos DG avaient une rencontre à la NRC à 9 heures. Alors, j'ai téléphoné au DG, j'ai dit, est-ce que je peux passer et on va faire une stratégie devant ce fait? Alors, dès le départ, je pense que c'était important d'avoir une communication avec toutes les municipalités, les 7 municipalités, les maires, mairesses, les DG. Aussi, une chose, on avait des appels, conférences presque chaque jour avec le ministre régional, avec les autres préfets. Alors, je dois dire qu'on a passé des journées 8 à 10 heures sur le Zoom ou les appels téléphoniques parce que c'était un partage d'informations. Et après que nous autres, on avait cette information, c'était à la partager avec les autres niveaux, les autres municipalités, avec ma municipalité de Chelsea et ensuite avec les résidents. Alors pour moi, c'est vraiment une question de bien informer la population le mieux qu'on pouvait parce que ça changeait tous les jours. Et dans un sens, ce n'était pas au niveau municipal qu'on prenait les décisions parce que c'était la santé publique provinciale où il y avait un enjeu plus au niveau fédéral. Mais c'était de mettre en place notre équipe comme à la MRC, notre équipe de développement économique pour aider les entreprises, pour bien passer le message des subventions qui étaient disponibles pour ces entreprises ou pour les groupes communautaires. Je sais, un grand enjeu, c'était le besoin d'appuyer comme les greniers des collines, c'est excuse-moi en anglais, food banks, mais parce qu'il y avait des gens qui ont besoin de la nourriture. Je suis aussi une membre de CA d'Outaouais. Alors, on sent le besoin criant pour la nourriture et des besoins de base. Alors, Chelsea est une communauté très, je pense, riche dans plusieurs façons. Et je pense que les résidents voulaient donner et c'était de bien les guider ou les donner de leur temps et aussi de l'argent. Mais vraiment, je dirais dans la pandémie du COVID, c'était d'essayer de passer le message, bien passer le message, parce qu'il y avait tellement pas un manque d'informations, mais comme je dis, ça changeait tous les jours. Oui, ça ne doit pas être évident. Et je pense que vous avez mis en place une équipe de crise. Comment vous avez géré? Mais exactement ça. À la MRC, on a mis en place un groupe. Chacune des municipalités avait un agent de communication. Alors, à travers la MRC, on partageait les informations directement avec les municipalités. Moi-même, comme mairesse, je travaillais avec notre agent de communication pour assurer que toute l'information soit mise sur le site web, sur le Facebook de la municipalité. Et souvent, les autres membres du conseil le mettaient sur leur Facebook eux-mêmes. Alors, c'est comme ça, je pense, le partage qui on a comme une classe centrale et de partager ça. Il y avait un enjeu, Chelsea est bilingue, alors on essayait de le mettre dans les deux langues. Alors, c'est tellement important dans un temps de crise que les gens qui ne parlent pas français ont accès aussi à des informations dans leur langue. Alors, c'est une autre étape. Puis Québec, je trouvais, était très, très vite à répondre et de nous donner des informations dans les deux langues. C'était aussi d'avoir la créativité et d'être positif. On avait des résidents qui travaillaient avec notre personnel. Comme on a dû annuler des concerts, la musique et tout, les restaurants étaient fermés. Ils avaient suggéré un concert à emporter.
Alors, ça a passé euh, électroniquement sur Internet une dizaine de musiciens qui jouaient pour une heure et on a Wow. encouragé les gens d'aller chercher un repas, un dîner à un des restaurants, puis de l'amener à la maison, puis de regarder les musiciens de Chelsea chez eux. Alors, j'adore cette énergie, une créativité qui vient des résidents aussi et avec qui on travaille pour passer à travers ces épreuves. Oui. Alors, dites-moi, comment vous vivez les relations hommes-femmes à la mairie, dans la vie politique aussi, hein, et dans la relation publique? Comment ça se passe? Parce que vous êtes une femme et le milieu politique est... Je ne connais pas les pourcentages, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'hommes. Les femmes ne sont pas représentées en grande majorité. Comment vous vivez ça? C'est vrai, j'ai déjà eu les conseils où il y avait la majorité même de femmes. Alors, avec 3 conseils, j'ai eu 2, 3 et 4 femmes. Alors, ça change la dynamique. Et j'aime beaucoup travailler où on a plus la parité. À la MRC, j'étais la seule de reste. Dans mon premier mandat. Le deuxième mandat, on était 2. Puis dans le troisième mandat, on est 3 femmes. Alors, on voit que c'est vraiment... ça change. C'est des résidents qui vont choisir aux élections. Mais je pense qu'on cherche la parité parce que la population de nos communautés, c'est 55 ans. Alors, c'est une réflexion de notre population. Je dirais pour moi-même, je ne sens pas une différence. Peut-être j'ai une confiance, je peux parler de mes opinions. Je sens que je maîtrise bien les dossiers. Alors, quand je m'exprime, j'ai quelque chose à dire. Mais je ne sens pas que les gens me voient comme une femme, mais juste comme un acteur dans la vie politique et dans la région de l'Outaouais. Mais ça vient avec l'expérience. C'était pas toujours facile quand j'avais peu de connaissances des dossiers. Pour moi, c'est vraiment de connaître vos dossiers pour être capable de s'exprimer avec une confiance, avec des connaissances et d'être pris au sérieux. Alors, pour moi, je ne sens pas de l'opposition à moi comme femme. Donc, d'abord, vous avez inspiré parce que vous avez dit au premier mandat, vous étiez la seule femme. Ensuite, Oui. au deuxième mandat, vous étiez 2 et là, vous êtes 3. Oui. Oh, Félicitations, je suppose que ça a été quelque chose de très challengeant. Est-ce que vous pensez que, parce que vous avez dit tout à l'heure, il faut avoir les idées claires, savoir de quoi on parle. Oui. Vous pensez qu'on a plus de pression quand on est femme? Est-ce que je n'ai pas entendu? Je demande, est-ce que vous pensez qu'on a plus de pression en tant que femme à pouvoir faire passer ses idées? Ou est-ce que c'est pareil? Pour moi, je pense, je parle comme individu. C'est juste, je dois connaître mes dossiers parce que sinon, je sens très vulnérable. Je ne suis pas capable de donner une opinion ou va changer peut-être la conclusion finale. Alors, pour moi, parce que je suis femme, est-ce que je dois être plus préparée? Je sens que pas, mais peut-être il y a des impressions comme ça pour quelques personnes, mais encore, ça vient avec l'expérience, avec les connaissances, avec une certaine confiance que on connaît bien les acteurs et comment travailler ensemble. Alors, c'est ma façon de travailler, de chercher les opinions des autres, puis aussi de chercher un consensus ensemble. Oui, ça ne doit pas être facile. On a beaucoup de questions des participants, on va commencer bientôt, mais j'ai encore 2 petites questions que moi j'avais préparées pour vous. La première, c'est comment vous conciliez la vie de famille, le travail et les relations avec vous-même? Comment ça se passe? Et c'est intéressant, quand je me suis présentée en 2009, j'avais
un de mes garçons à la maison encore au cégep. Alors, je n'avais pas des petits enfants à la maison. Alors, je pense que c'est difficile quand vous avez des plus petits enfants à la maison d'avoir la... Je vois ça avec certains membres du conseil qui, leurs enfants sont encore à l'école primaire. Alors, pour moi, oui, mes enfants à l'université étaient partis. C'était un peu plus facile de gérer ça. Mais je dois dire que je prends beaucoup de temps chaque journée pour me bien centrer, pour euh, avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé le jour avant, qu'est-ce qui est devant moi, puis bien me préparer pour la journée. Parce que je pense sinon, c'est très facile de laisser tous les opinions des autres personnes nous mener dans toutes les directions. Alors, je pense que la vie personnelle, il faut avoir une certaine protection et en prenant le temps seul, chaque journée, je me prépare et je marche dans la nature, je fais le canot. Je pense qu'il faut vous donner plus d'énergie intérieure pour être capable de survivre même dans la vie. Et j'ai maintenant oui, et il y a 2 autres petits-enfants qui vont venir cette année. Alors, je vois juste les générations qui continuent, puis ça me donne beaucoup la joie. Oui, j'imagine. D'accord. Donc, en tout cas, si moi, je veux être leader, et c'est sûr, je vais être une leader. Ce que je vais faire, c'est trouver ce petit temps-là, personnel avec moi-même, pour pouvoir revenir sur les décisions, essayer de planifier. Ça revient à la planification stratégique dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il faut toujours prendre le temps de revenir à la source parce que c'est de l'intérieur qu'on a la vision et aussi Oui. des aptitudes. Il faut peut-être des fois se rappeler de qui on est et où on veut. Parce qu'il y a tellement de voix à l'extérieur qui va nous dire qui on est, mais c'est nous qui va définir notre parcours. C'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Alors, je vais commencer par la première question. C'est quelles sont les qualités clés recherchées chez un leader et spécialement en temps de crise? Moi, je pense que ça, vous en avez déjà parlé tout à l'heure quand vous parliez de respect, de travail en équipe, de vision, de planification stratégique et aussi de flexibilité. Donc, je pense que sur cette question, vous avez répondu. Donc, je vais passer à la suivante. La suivante, c'était comment conciliez-vous votre vie professionnelle? J'ai encore le problème avec le micro. OK, c'est OK. C'est bon? Oui. Donc, la deuxième question, je la lis, mais je pense qu'on y a répondu aussi, c'est comment concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle lorsqu'on est dans un poste de responsabilité? Et je pense que c'est d'être vigilante parce que c'est très facile de se perdre. C'est très facile de... Je sais, j'ai passé des mois, peut-être même des années où je me lançais, pas juste 100%, mais plus. Et peut-être j'ai pas donné assez de temps pour la famille, pour mes amis, pour moi-même. Alors, c'est de se connaître quand on n'est plus dans un équilibre. Alors, mais la vie publique, on ne peut jamais faire assez. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Et je pense qu'il faut être capable de dire, j'ai fait mieux et ce soir, je prends quelques heures et je ferme la cellule. Et c'est pas facile. Je dois. Oui, c'est pas facile de pouvoir trouver ce temps-là, mais il faut le trouver. Oui. La question suivante, c'est comment gagner la crédibilité en tant que femme leader dans un poste encore majoritairement occupé par des hommes? Et merci. Quand je pense à mes premières années, je pense j'ai pas beaucoup parlé. J'ai passé beaucoup de temps à écouter. Je me sentais un peu dépassée parce qu'il y avait tellement de dossiers, tellement de choses que vous n'avez aucune information.
j'avais un engagement communautaire, mais pas à ce niveau de connaître ce dossier. Alors, pour être crédible, je dirais qu'il faut bien se préparer, il faut bien lire les documents, les rapports et de prendre le temps de prendre position, mais toujours avec une ouverture. Pour moi, c'est d'apprendre des autres personnes. Et j'ai lu quelque part que une valeur pour un leader, c'est l'humilité. C'est d'être capable de dire, je ne connais pas les réponses, mais je vais demander à quelqu'un de m'aider à mieux comprendre. Alors, si je pense à mes premières années comme mairesse, j'apprenais beaucoup, mais j'étais toujours prête à dire, je n'ai pas la réponse, et s'il vous plaît, montre-moi la direction où aller chercher ces réponses ou à qui parler. Alors, je pense que c'est la préparation toujours dans nos dossiers qui est importante. Oui, c'est pas évident. Donc, je vais rajouter une autre qualité du leader, c'est l'humilité. Vous avez parlé tout à l'heure de la confiance en soi, la connaissance de soi et l'humilité. Donc, je rajoute ça comme, parce que je sens dans le terme ma bibliothèque, là, des qualités d'un bon leader. Oui, je dirais que oui. Oui, c'est ça. Alors, la prochaine question, c'est, pensez-vous exercer votre leadership différemment d'un homme? Si oui, est-ce positif? Avez-vous plus d'écoute ou d'adhésion? Si un leadership féminin est différent qu'un homme, un leadership est-ce que vous pensez que vous exercez votre leadership différemment des hommes? Quand je me regarde à côté de mes collègues, je dirais que je suis plus sociale, que je cherche les opinions des autres et je cherche le consensus. Est-ce que les autres hommes le font? Pas tous les hommes, mais il y en a. Alors, je pense qu'il y a le côté féminin de certains de mes collègues. Mais c'est pour cette raison, je trouve que la parité est tellement importante qu'il y a un échange entre hommes-femmes, des styles de leadership. Les gens me disent que je suis une personne combattante et je me sens pas comme ça, mais de l'extérieur, ils voient peut-être quelqu'un qui peut finir. Qu'est-ce que j'ai commencé? Achieve my result, d'atteindre les résultats. Alors, est-ce que c'est une trait féminine? Peut-être que ce n'était pas donné aux femmes avant, mais je pense que de plus en plus, les femmes sont très capables comme leaders. Alors, je pense qu'avec le temps, on ne va pas dire que c'est une trait, une valeur féminine ou masculine. Je pense que c'est un leader, point final. Mm-hmm. Oui. Alors, la prochaine question, c'est un leader ne peut réussir sans une équipe solide. Mm-hmm. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos proches collaborateurs et employés? Oui, c'est toujours un travail d'équipe. Je pense qu'un leader on n'est pas un leader sans une équipe. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est très important, c'est, j'ai parlé de la préparation de mes dossiers et dans l'équipe, dans le conseil, qu'est-ce que je cherche, c'est que les membres du conseil font leur travail et se préparent. Parce que quand on veut débattre d'une certaine politique ou enjeu, je veux que tout le monde soit préparé avec une opinion, puis on mette chacun notre opinion sur la table, puis on discute de nos opinions sans qu'il y ait un attachement personnel, parce que c'est des idées. On n'attaque pas la personne, on discute l'idée. Alors, il faut être préparé, il faut connaître nos dossiers pour être capable de les discuter en profondeur et d'avoir ces échanges. Alors, moi, je cherche une certaine maturité émotionnelle aussi dans l'équipe que c'est pas qu'il y a une perdante ou une gagnante dans un dossier, mais qu'on sort plus fort ensemble avec un consensus. Mais ça
ça prend ce respect pour chacun et chacune. Et une écoute, je pense beaucoup des valeurs que j'ai mentionnées pour un leader, c'est des valeurs que j'aime trouver dans l'équipe. Et certainement, on n'a pas les opinions qui sont exactement les mêmes. Sinon, on n'aura pas besoin des discussions. Mais pour moi, c'est d'avoir le respect d'écouter les autres et de chercher un bien qui est commun pour la communauté et qui va avancer la vie communautaire ensemble. Et je pense que c'est ça que je cherche dans l'équipe. Il y a toutes les autres. On voit les différences dans les membres du conseil, exemple, puis chacun peut apporter une force et ça va ajouter quelque chose à un dialogue, à une conversation qui est partagée. D'accord. Moi, j'apprends beaucoup, hein, je vous assure. Alors, Madame Green, quand on vous voit, vous avez l'air calme, vous avez l'air sereine, sûre de vous. Est-ce qu'il vous arrive d'être stressée? Oups, excuse-moi. J'avais perdu encore le micro. Excuse, vous avez dit? En fait, je disais que quand on vous regarde, vous avez l'air calme, vous avez l'air sereine et sûre de vous. Est-ce que ça vous arrive d'être stressée? Et si ça arrive d'être stressée, comment vous gérez votre stress? Oui, les gens me disent que j'ai l'air sereine, mais je deviens stressée. Comme j'ai dit, j'ai besoin de le temps seul. Et quand je suis stressée, souvent, je sais que j'ai une énergie qui est peut-être négative à l'intérieur. Puis ça prend du temps à le gérer. Et des fois, c'est bon de le discuter avec d'autres personnes, mais la plupart du temps, je dirais que c'est seul et si j'écris de mes émotions ou de mes idées, je peux mettre un peu de l'ordre dans ça. Mais, je pense que je suis passionnée, mais je veux aussi donner la place à d'autres personnes et c'est pas mes émotions, c'est pas à moi de prendre beaucoup de place comme leader. Des fois, je dis, j'aimerais mieux être un leader en arrière et pas un leader en avant et d'aller chercher les forces. Comme ici à Chelsea, on a des résidents qui sont tellement connaissants, sont tellement généreux avec leur temps. Alors, on ne pourrait pas faire la moitié de ce que la municipalité offre sans l'engagement des résidents. Alors, pour moi, c'est si j'ai trop d'une émotion négative, ça va nuire à cet engagement avec les résidents. Alors, moi, je veux essayer de me vider d'un stress pour être plus capable d'être je peux recevoir les autres personnes. Oui. Il y a un compliment, il y a une participante qui met bravo, quelle sagesse. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Quand on vous regarde, on a l'impression que vous êtes très sage et que vous maîtrisez tout. Mais je me dis, un leader, c'est pas parce qu'on est leader qu'on n'est pas stressé. Il doit avoir le moyen de gérer ce stress. Et comme vous dites, le plus important, c'est de se retrouver avec soi-même, de pouvoir se calmer, de pouvoir faire les différents choix qu'il y a à faire. Alors, j'ai une autre question, c'est comment une femme immigrante peut développer son réseau? C'est intéressant. J'ai mentionné que mes parents étaient immigrants d'Angleterre. Ils sont déménagés à Otterburn Park, ma village natal, en 1959. Alors, je pense qu'ils sont tout de suite impliqués dans la vie communautaire. J'ai mentionné, ma mère avait commencé une bibliothèque municipale parce qu'il y avait juste une poupette roulante où il y avait une bibliothèque mobile.
Mais mon père, il n'y avait pas de piscine municipale. Alors, il est allé porte à porte ramasser 75 par maison, par famille, pour demander à la municipalité de construire une piscine extérieure. Ma mère était conseillère, j'ai mentionné. Alors, pour moi, c'est comment avoir un réseau, c'est de donner. C'est de donner à la communauté avec le temps, avec vos forces. C'est comme ça qu'on a des relations interpersonnelles. Et encore, j'ai mentionné quand mon mari est mort, la communauté, on était ici à Chelsea même pas 5 ans, mais à cause de notre implication dans les écoles, dans l'église, les sports, on avait des relations avec les autres familles. Puis c'est ça, je pense, on devient un parti d'une communauté, alors on est connu. Alors, pour moi, le réseautage, c'est de passer le temps avec d'autres personnes. Quand vous voulez avancer une idée, il y a des gens qui, je crois, partager vos idées aussi. Oui. Donc, juste pour résumer, parce que vous savez, nous, les immigrants, je sais que le bénévolat est très, très, très important au niveau du Canada. Et c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas quand on arrive ici. Donc, quand on vient, on dit on veut se faire un réseau, c'est vrai. Mais en même temps, on n'imagine pas que de faire du bénévolat, de donner, comme vous dites, peut être vraiment la porte ouverte pour pouvoir avoir accès au monde québécois, au monde canadien. Donc, oui, pour le bénévolat et de le faire, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, que diriez-vous à une femme? Si je peux ajouter quelque chose? Il y a beaucoup de femmes, et on entend ça, qui font du bénévolat à l'école, à l'église, dans la communauté, mais de faire le saut dans la politique municipale, provinciale, fédérale, souvent, les femmes ne voient pas comme leader dans un niveau de gouvernement, soit municipal, provincial, fédéral. Alors, je pense que c'est là où il y a un travail à faire. Et comme j'ai mentionné, c'est ma mère qui était conseillère. Je n'étais même pas à la maison quand elle était conseillère municipale, mais j'avais dans ma tête qu'un jour, je voulais devenir conseillère. Alors, pour moi, c'est d'avoir les modèles, d'avoir les femmes qui sont dans les rôles politiques et je pense que ça va... c'est comme ça, je pense, on va avoir plus de femmes leaders dans les autres niveaux de gouvernement. Et c'est juste de croire que c'est possible. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants à Chelsea? Il n'y en a pas beaucoup d'immigrants. De plus en plus, oui. Et je pense que c'était un peu... on avait un aménagement à Chelsea où c'était une maison à l'acre, une maison à 2 acres. Alors, c'était très comme traditionnel. De plus en plus, dans le centre-village, on a des condos, des semi-détachés, des appartements. On a maintenant un transport collectif. On n'avait pas des services qui faisaient que c'était possible d'avoir, même nos aînés qui restent à Chelsea, de rester sur une maison, sur un acre, sans transport et tout. Alors, je pense qu'on peut avoir plus une diversité à Chelsea. On est accolé à Gatineau, alors on a plus de gens qui voient la possibilité de vivre ici avec une diversité de logements, avec le transport collectif et des autres services. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous diriez à une femme qui n'a pas eu d'exemple de parents comme conseiller en politique? Qu'est-ce que vous lui direz pour qu'elle rentre en politique? Mais c'est intéressant parce que j'avais une petite fille d'école primaire à Chelsea qui m'a demandé d'avoir une entrevue avec moi. Alors, parce que c'était un petit discours à sa classe. Puis, elle m'a arrêté quelques semaines plus tard, puis elle a dit,
elle s'est présentée pour le conseil scolaire et est devenue vice-présidente. Alors, pour moi, on était dans l'épicerie, puis elle a voulu me dire ça, qu'elle était élue vice-présidente de le conseil scolaire. Alors, pour moi, ça m'a tellement touchée parce que on a passé peut-être 10-15 minutes ensemble pour cette entrevue qu'elle a cherchée. Puis peut-être c'est quelque chose comme ça qui l'a touché pour se présenter au conseil scolaire. Quelque chose que je trouve tellement intéressant, c'est le commentaire sur les pancartes électorales. Alors, quand il voit le visage d'une femme sur les poteaux, c'est juste des choses comme ça qu'on ne sait jamais comment ça marque l'imagination des jeunes filles de devenir politiciennes eux-mêmes. Ouais. Je vais passer à la prochaine question, c'est auriez-vous des conseils pour la nouvelle génération qui se sont un peu réticents à la politique et des conseils pour les femmes immigrantes nouvellement arrivées? Moi, je dirais d'avoir un groupe d'appui ou un groupe de support. Je pense que c'est important de partager votre vécu, les défis, mais aussi les succès. Parce que si on a un succès, c'est important de le célébrer, de le partager avec d'autres personnes. Une chose, je pense, il y a des outils à apprendre. On avait discuté, Karine, lors de notre conversation, que j'ai eu des problématiques sur Facebook et Twitter. Oui. Des gens qui ont pris mes comptes et j'avais même, la police était impliquée parce qu'il y avait des images violentes. Alors, pour moi, je ne suis pas beaucoup sur les médias sociaux, mais peut-être c'est quelque chose que ensemble, on peut trouver une façon d'être plus sécuritaire sur les médias sociaux parce que c'est souvent les femmes politiciennes qui ont des attaques dans les médias sociaux et même l'Union des municipalités de Québec a mis en place une police d'assurance pour les femmes pour nous défendre quand il y a des attaques dans les médias sur notre personne. Parce que ce n'est pas acceptable qu'on doit subir des attaques comme ça, mais ça prend un groupe de sport, je pense, pour nous dire et nous aider à combattre cela. Souvent, quand il y a des attaques dans les médias sociaux, c'est les gens dans mon réseau qui vont répondre si je ne suis pas sur les médias sociaux. Mais je vois que c'est quelque chose que j'aurais aimé mieux gérer mes médias sociaux. Mais je pense pour être dans la vie politique, ça prend peut-être un cercle de personnes qui vous appuient, avec lesquelles vous pouvez dire c'est ça le défi, c'est ça mes questions, qu'est-ce que vous en pensez, ou on a la confiance que ce serait pas partagé avec tout le monde, mais je pense qu'il faut avoir une place qui est sécuritaire et peut-être c'est juste 3-4 personnes, mais d'être capable de regarder des questions ensemble. Oui. Comment est-ce que je fais aujourd'hui si je veux participer à la vie municipale de Chelsea? Comment quoi? Comment je fais pour participer à la vie municipale à Chelsea? Mais c'est intéressant. J'ai eu des gens qui m'ont posé cette même question. Et souvent, je dis, je les dirige vers un groupe communautaire s'ils ne sont pas déjà impliqués dans la communauté parce que je trouve que pour moi, j'étais impliquée dans la Fondation Chelsea et c'est une fondation qui a ramassé des sous pour un centre communautaire. Et je suis devenue présidente et
c'est à cause de la visibilité que j'avais comme président de la Fondation Chelsea que M. Carroll, l'ancienne maire, a dit, ah, peut-être elle sera une bonne candidate à la mairie. Alors, je pense si on veut devenir un membre du conseil, il faut être connu dans la municipalité, dans la communauté. Et la meilleure façon, c'est d'être impliqué. Je dirais que j'étais connue à l'implication de mes garçons parce qu'ils étaient impliqués dans les sports et l'école. Et pour moi, c'était important d'être engagé avec eux. Alors, c'est ma façon de voir la vie, d'être impliqué dans la famille, dans la communauté. Et je pense quand il y a une opportunité, si on a l'idée, on a en tête qu'on veut avancer dans cette direction, je pense qu'on va connaître le bon moment de se lancer. Oui, en politique. Est-ce que la mairie de Chelsea aide les jeunes entrepreneurs de la ville? Est-ce que c'est... Est-ce que la mairie de Chelsea aide les jeunes entrepreneurs de la ville de Chelsea? Si oui, comment? Oui, mais ce n'est pas nécessairement directement de la municipalité, c'est à travers la MRC. Alors, la MRC a une branche, un département de développement économique. Alors, on a le côté entrepreneurial à travers la MRC. Oui, je peux dire qu'à Chelsea, on a un groupe de jeunes chaque été d'entrepreneurs, puis on les forme à travers 8 semaines et un groupe de 10 à 15 jeunes qui va peut-être avoir le goût de devenir entrepreneur. Mais peut-être je vais mentionner qu'on n'avait pas eu beaucoup de commerces ni entrepreneurs sans les infrastructures. Maintenant que le village a des infrastructures eau potable ou usée, on a la possibilité d'avoir plus de commerces de proximité et beaucoup peut-être de chances des petites entreprises qui vont être plus locales et de servir les résidents ici. Alors, je pense que c'est en évolution. Je disais non, mais je pense qu'on va avoir plus d'une emphase sur l'entrepreneuriat et nos commerces dans les années à venir. OK. Il nous reste quelques questions pour qu'on puisse terminer. Il y a beaucoup de questions et je remercie vraiment les participants pour leurs questions. Il y a une question, comment réussissez-vous à engager et à motiver votre équipe? Excuse-moi, encore ça coupe, mais pourriez-vous répéter? Comment réussissez-vous à engager et motiver votre équipe? Est-ce que c'est l'équipe le personnel Oui. administratif ou l'équipe du conseil? Ça, c'est deux choses. Les deux. OK. OK. Comme mairesse, je suis la seule membre du conseil qui a un contact direct avec l'administration à travers le directeur général. Alors, pour moi, c'est une relation qui est tellement importante à cultiver, une relation d'équipe avec le directeur général. Puis je parle tous les jours, plusieurs fois par jour même avec le directeur général à Chelsea comme à la MRC. Alors, je pense comme mairesse, comme préfète, c'est la relation que j'ai avec le DG qui va peut-être former l'esprit d'équipe dans la municipalité, dans la MRC. Avec le conseil des maires, avec le conseil de Chelsea, c'est la même chose. Je pense c'est d'avoir les conversations qui ne sont pas toujours en groupe, mais entre nos rencontres du conseil et d'aller chercher leurs opinions ou de leur force et où ils peuvent peut-être être mieux situés sur une comité ou une commission. Alors, je
pense encore, ça revient toujours à la relation personnelle, interpersonnelle, et aussi le respect pour la personne. Oui. On a une dernière question, c'est est-ce que vous pensez que le leadership est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qu'on acquiert? Et si c'est quelque chose qu'on acquiert, comment est-ce qu'on fait pour acquérir cette qualité? Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut toujours acquérir. Oui, il y a une disposition, peut-être on est naturel d'être en communication, en relation avec les personnes. Je dirais qu'il faut aimer les personnes si on veut être leader, on veut être en relation avec d'autres personnes, on veut faire partie de l'équipe, de voir toutes les possibilités dans les autres personnes. Alors, je pense qu'il y a une disposition naturelle, mais certainement des outils, des valeurs, pas des valeurs, mais des aptitudes qu'on peut apprendre et on peut les maîtriser avec le temps. Mais je pense si on veut avancer une cause commune, je pense qu'on va être attiré dans les positions de leadership aussi. Dites-moi, est-ce que la mairie organise des foires pour permettre aux entrepreneurs de se faire voir? Des entrepreneurs, comme je dis, c'est plus à travers la MRC. Alors, Chelsea est une des municipalités qui fait partie de la MRC des Collines. Alors, on a du personnel à la MRC dans le développement économique qui sont très dynamiques, passionnés pour l'entrepreneuriat. Alors, je pense que c'est plutôt à travers la MRC qu'à travers la municipalité. On avait un petit regroupement des gens d'affaires à Chelsea aussi. Alors, c'est avec eux que la municipalité travaille dans l'entrepreneuriat. OK. Donc, Madame Green, on arrive à la fin de cette rencontre. Elle a été très, très enrichissante. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, au niveau des compétences et des qualités qu'on doit avoir en tant que leader, tout ce dont vous avez parlé, aussi bien des compétences directes que les compétences un peu moins directes, mais qu'il faut avoir en soi pour pouvoir être un bon leader. Et j'ai retenu beaucoup de choses. Au niveau des outils en tant que femme, parce que finalement, comme vous le dites, un leader reste un leader et ce n'est pas une question de genre, c'est une question de personnalité et il faut pouvoir se connaître, il faut pouvoir connaître ses dossiers, il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes, il faut pouvoir aussi écouter et être flexible. Je pense que j'ai retenu tout ça au niveau de notre conversation. Je vous remercie infiniment, personnellement déjà, pour avoir accepté de partager cette heure avec nous. Au nom de toute la FIO, de tous les membres de la FIO, je vous remercie de nous avoir acceptés chez vous, de nous avoir partagé votre expérience. J'espère que vous allez rester encore très, très longtemps en partenariat avec nous et rester continuer à nous inspirer. Merci beaucoup à nos participants d'être... Merci, c'était vraiment un privilège. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.